Je pense comme quasiment toutes les communautés, en tout cas notamment les communautés payantes, parce que pour que ce soit payant, il faut identifier un pain qui est relativement fort. Moi, j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais 1500 abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui lancent des communautés gratuites et qui essayent de les monétiser ensuite. Le truc, c'est que tu n'attires pas la même audience, notamment les premiers jours, entre une communauté gratuite vs payante. Une communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens payent pour un produit, mais très souvent, les communautés qui fonctionnent mieux, elles sont quand même liées du coup à une personne, à un média et donc en fait, il y a un enjeu de crédibilité. Donc on s'est dit, si on veut avoir 100 membres, il faut qu'on ait 1000 contacts engagés. Le problème des communautés payantes, et ce qui fait qu'elles fonctionnent pas, c'est qu'en fait, elles sont en opposition à des communautés gratuites qui font quasiment pareil. Le pricing, c'est ultra complexe. En termes de chiffre d'affaires, faut que je fasse le calcul, mais je pense qu'on n'est pas loin des... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente du sujet qu'on va aborder avec mon nouvel invité au Board parce que c'est un nouveau business model qui a le vent en poupe. C'est le business model des communautés payantes, des memberships comme on dit aux États-Unis. Comment créer une communauté et gagner de l'argent avec, ça va être vraiment notre objectif. Et pour nous en parler, qui de mieux qu'un solopreneur qui a créé sa propre communauté et qui va nous raconter tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il est en train de tester dans sa propre communauté, nous raconter combien il gagne, comment il s'organise, c'est quoi les métriques pour faire de l'argent avec une communauté, est-ce que c'est scalable et dans quelle proportion. Donc pour ça, je vous demande d'accueillir Jolan Late. Salut Jolan et bienvenue au Board. Salut Flavie, merci pour l'invitation, c'est hyper cool. Bah écoute, trop contente, on se suit sur LinkedIn, je t'avais déjà écouté dans des podcasts plutôt marketing, parce que toi ton domaine c'est les directions marketing, donc je crois que toi t'es CMO externalisé, c'est ça ? Exactement, ouais. Ok. Et du coup tu as créé une communauté pour les CMO, donc pour les Chief Marketing Officers en entreprise, et elle s'appelle Unlock M. Unlockm.fr si vous voulez aller regarder. De toute façon, tout ce dont on va parler là pendant l'émission, parce qu'on va vous bourrer à craquer de conseils sur les communautés, ça se trouve dans la newsletter du Board, donc vraiment abonnez-vous parce qu'il y aura des templates, des idées, des outils dont tu vas nous parler, Jolan. Mais voilà, pour voir un petit peu d'où on part. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment tu as eu l'idée et comment ça s'est passé un peu la transition de je suis freelance à oh putain, je lance une communauté pour les Chief Marketing Officers? Ouais, avec plaisir. Alors, c'est assez marrant parce que cette question-là, je me la suis jamais vraiment posée. Pour être tout à fait honnête avec toi, si je refais un tout petit retour en arrière, moi du coup, je me suis lancé à mon compte en freelance en 2022. Peut-être comme beaucoup de freelance, je l'ai pas fait en fait vraiment par choix. C'est un peu arrivé comme ça. J'avais terminé un CDI, je voulais trouver un nouveau CDI, et en fait, l'opportunité freelance est un peu arrivée comme ça, et je me suis lancé dans le sujet. En fait, ce qui m'a amené sur la dimension communauté et ce qui a motivé l'envie de créer, de cofonder Unlockm avec mon associé Emmanuel, c'est quand même le fait que moi j'avais dès le départ une stratégie orientée content, et donc du coup le fait d'aller chercher une audience. Mon audience cible c'était les leaders marketing, donc mes pairs. Okay. Et en fait dès le départ, dès 2022, j'ai commencé à créer du contenu. Au départ, je pense pas terrible, et petit à petit de mieux en mieux, qui m'a permis d'aller en fait adresser cette audience-là, et que je pense comme quasiment toutes les communautés, en tout cas notamment les communautés payantes, parce que pour que ce soit payant, il faut identifier un pain qui est relativement fort. En fait, ça part de une très très bonne connaissance de l'audience. Moi, ça s'est fait de manière au début non vraiment volontaire, c'est juste que je voulais être proche de l'audience CMO. J'ai beaucoup échangé avec eux parce que c'était mes pairs et c'était un peu ce qui me permettait d'avoir du business pour des missions de part-time et plein d'autres choses. Okay. Et en fait, au fil de l'eau, on a identifié, et moi je l'ai vraiment vécu en tant que freelance, qu'il y avait de grandes difficultés pour les profils marketing, que le rôle du market était pas simple dans les entreprises, et qu'en fait en France, on avait un trou dans la raquette. C'est qu'en fait, il n'y avait pas d'espace de formation et de communauté premium comme il peut en exister aux US. Très très développé, et où en fait il manquait une offre à destination de cette population. Donc en fait c'est vraiment parti de échange connaissances content avec mon audience, et après dans la stratégie community, en fait le mouvement de l'audience à la communauté, c'est le mouvement qui est le plus simple, donc ça s'est fait assez naturellement. Ok, alors c'est hyper intéressant. Moi je pense que j'ai fait un peu le même move, quoi. D'abord j'ai bu beaucoup de café avec beaucoup de freelance. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets. J'ai créé plus de contenu là-dessus parce que moi, j'ai le board depuis que je me suis lancée en freelance, un peu comme toi. Et après, c'est devenu par hasard, en fait, une communauté, parce qu'en fait, c'était le business model le plus natif, et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui chez moi l'incubateur solopreneur. Donc,
T'avais quelle audience à ce moment-là? Parce que s'il y a aussi beaucoup de ah, j'ai pas assez de followers, je peux pas me lancer, etc. Tu te rappelles un peu tes métriques? À quel moment tu t'es dit il y a un intérêt? Parce que au début, c'est pas non plus super flagrant toujours la Non, ouais. traction de marché. Comment on la repère cette traction? Ouais, bah alors pareil. Alors ça c'est trop bien comme question. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à réfléchir sur ça. Je m'en rappelle très très bien parce que moi j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais 1500 abonnés. Et enfin 1500 contacts. Et ce qui est marrant, c'est que les 1500 contacts, j'en avais 1000. Je savais exactement d'où ils venaient. Et en fait, c'était des gens qui étaient pas du tout dans mon audience marketing cible. Parce qu'en 2019, j'ai écrit un article sur PNL, donc sur le groupe de rap, qui a fait le buzz sur LinkedIn. J'ai gagné 1000 followers. Mais c'était des gens comme moi. Des fans de PNL. Fans de rap. Donc en fait, j'ai commencé sur LinkedIn avec une audience de 1500 personnes, mais en vérité 500 personnes. Et parce que c'était absolument pas exploitable cette audience-là, c'était cool hein, mais c'était pas exploitable. Et donc j'ai commencé avec quasiment personne, sachant qu'en plus moi quand j'étais en CDI, j'étais pas très dans le networking. J'ai vraiment commencé avec une audience très faible. Par contre, l'avantage concurrentiel que j'avais, c'est que j'étais dans une boîte qui était orientée community et donc je savais comment développer une audience et une communauté. Et donc du coup en fait, day one, quand je me suis dit OK, j'ai envie de faire du contenu et j'ai besoin d'avoir une audience. Et plus tard, peut-être que ça pourrait me permettre d'avoir une communauté avant même de la monétiser. J'ai mis en place 3 trucs hyper simples. Premièrement, j'ai commencé à produire du contenu et à interagir avec toutes les personnes qui likaient mon content pour être sûr d'identifier s'ils étaient qualifiés ou pas pour moi. Ce qui était facile au départ parce qu'en fait, j'avais très peu de likes, très peu d'engagement. T'as besoin d'automatisation compliquée. Pas du tout. Et toi, jusqu'à encore il y a quelques mois, moi, je faisais quasiment pas d'auto. J'en avais pas du tout besoin. Je reste encore... j'ai pas un énorme volume aujourd'hui, j'ai à peine 10 000 abonnés et tu vois ça grossit vraiment très lentement. Donc le content et ensuite le hack, enfin c'est pas vraiment un hack, mais le truc que j'ai commencé à faire, c'est qu'en fait, je pense que quand t'as en tête de construire un business orienté communauté, que t'as une audience qui est bien ciblée, t'as pas le temps d'attendre que l'algorithme te pousse auprès de ces personnes-là. Et donc, en fait, c'était à peu près, j'ai dû attendre peut-être 9 mois, mais fin 2022, début 2023, j'ai commencé à mettre en place de la outbound, mais avec aucun objectif commercial. L'idée, c'était juste d'être connecté à tous les CMO de la place. Passer de zéro à connecter à tout le monde. De les ajouter, en gros, à ton réseau, quoi. Ajouter, échanger. Et en fait, alors j'avais une question, j'avais 2 approches. Approche numéro 1, c'est leur demander quelle était leur problématique du moment. Ok. Approche numéro 2, leur proposer qu'on se parle. Des fois, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas. Okay. Et ceux qui me répondaient à l'approche du moment, ça me permettait de consolider et donc, du coup, ensuite, d'orienter la production de contenu dans les semaines à venir pour ensuite leur envoyer « Ah, salut, tu m'as parlé de problème content, regarde ce que j'ai fait, etc. » Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et tu te rappelles les taux de retour? Parce que, enfin, ouais. À peu près, quoi. Parce que, est-ce que les gens répondent vraiment à ça? Parce que des fois, tu vois, on peut se dire... Alors, ouais. En fait, les gens répondent, mais parce qu'en fait, je l'ai fait en 2022-2023. Je pense qu'aujourd'hui, les taux sont... disons que les gens faisaient... En 2022-2023, en France, quasiment personne faisait de la prospection orientée content. On faisait de la prospection commerciale, mais personne n'allait... Enfin, personne. Très peu de personnes ne le faisaient. Donc, est-ce que ça fonctionne encore? Oui, mais ça fonctionne pas comme je l'ai fait. Moi, j'ai ciblé 1500 CMO. Maintenant, il faut le faire sur des niches, sur 50, 60, 80, 100 personnes, avec du très spécifique. Et par contre... Le truc qui m'a permis, puisque 2024 ça fonctionnait plus cette approche, fin 2023-2024 c'était moins bon, les taux de retour on est autour des 20-25%. Donc tu vois, sur 100 personnes contactées, j'arrivais à avoir un échange avec 20-25 personnes. En fait, quand ça fonctionnait plus, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle le SAV des CMO. Et du coup, alors c'est tout bête, hein, ça m'a pris 1 mois de taf, mais en gros, j'ai récupéré tous les échanges que j'avais eus sur l'année 2022. Ça m'a donné 25 thématiques. J'ai fait 25 emails. J'ai fait une automatisation sur ConvertKit, sur Kit. Et ensuite, j'ai invité tous les CMO, tous les Head of Marketing que je connaissais. Et ensuite, on a outbound. Et ensuite, ils rentraient dans un flow et ils partaient sur 1 an de nurturing. J'aime bien ce format de newsletter, je le conseille souvent à des freelances ou solopreneurs, c'est la newsletter un peu séquentielle, c'est-à-dire que tu rentres dans une sorte de séquence email, au lieu de te faire chier, entre guillemets, à publier toutes les semaines sur Substack, quand au début tu as 10 abonnés, Exactement. versus 5 ans plus tard, moi j'en ai 10 000, mais tu vois ce que je veux dire, ma première année, c'était quand même la traversée du désert, quoi. Je pense que j'écrivais des mails à 30 personnes par semaine,
Et ça, c'est dur. Un peu du temps gâché, quoi, par rapport à ton alternative qui est de faire un truc séquentiel. Trop cool. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis. Moi, je conseille aussi, c'est pour ça que je dis aux solopreneurs, vous devez avoir un média, parce que le média, il permet d'avoir une conversation, du coup, de savoir ce que les gens veulent. Et quand tu leur écris en disant, écoute, si tu as 5 minutes, dis-moi pour mes 10 prochains épisodes de podcast, quel est le thème qui te parle le plus dans ces thèmes-là? Bah, clairement, les gens, ils vont répondre si c'est pas trop relou pour répondre, si c'est pas trop invasif. Donc, c'est une bonne façon d'entrer en conversation. Dernière petite question avant qu'on rentre un peu dans le détail de comment marche ta communauté. Ouais. À quel moment tu as osé proposer un truc payant? Tu vois, c'est venu à quel moment ce passage entre on discute, j'ai une approche média et je sens que il pourrait se passer un truc, je sens que ça pourrait être une communauté. Est-ce que ta communauté, elle était gratuite d'abord ou est-ce qu'elle était tout de suite payante? En fait, j'ai pas fait il y a beaucoup de personnes qui lancent des communautés gratuites et qui essayent de les monétiser ensuite. C'est un move qui fonctionne. Mais le truc, c'est que tu n'attires pas la même audience, notamment les premiers jours entre une communauté gratuite vs payante. Et donc, nous, on a fait le choix de passer de audience à communauté payante directe. Ok. Pourquoi? Parce que, alors déjà, l'attraction, etc., etc. Bon, il y a un truc qui s'explique pas trop, c'est le flair. En fait, à force d'avoir des échanges sur les contenus, les newsletters, les échanges sur LinkedIn. En fait, il y a un truc que j'ai senti aussi, c'est quand j'ai commencé à être invité sur certains trucs, on me demandait telle ou telle thématique, que j'étais, et même mon associé, crédible sur telle ou telle thématique. Une communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens payent pour un produit, mais très souvent, les communautés qui fonctionnent mieux, elles sont quand même liées, du coup, à une personne, à un média et donc, en fait, il y a un enjeu de crédibilité. Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir faire payer les gens? Tu as besoin d'une crédibilité. On a senti qu'on avait une crédibilité sur un sujet. Il y avait un trou dans le marché. Donc, en fait, on l'a fait comme ça. C'est je me rappelle pas avoir eu de discussion de, ah là, c'est bon, on a capté qu'on pouvait le faire. Ça a été assez naturel. Par contre, on s'est dit, la métrique qu'on s'est donnée, c'est, pour convertir une audience gratuite à payante Day One sur du premium, on va être sur un taux de conversion de 10%. C'est ce que j'avais fixé comme métrique. Finalement, ça a même été moins. Ça a été même été moins. Donc, on s'est dit, si on veut avoir 100 membres, il faut qu'on ait 1000 contacts engagés. Donc, en gros, le temps que moi, j'avais pas 1000 contacts engagés, il n'y a pas de launch, il n'y a pas de lancement. Okay. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Dans les faits, en fait, ça a été moins. Au début, ça a été beaucoup plus compliqué. On a dû aller chercher les ventes les unes après les autres. Parce qu'en fait, une communauté, bien heureusement, malheureusement, c'est un truc qui se fake pas. Et en fait, tu avais besoin des preuves du terrain que ça fonctionnait, donc d'avoir des bêta-testeurs, etc., pour ensuite aller chercher de nouvelles personnes. C'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. C'est exactement. T'as pas ton nombre critique de membres dans ta communauté, ça n'en est pas une. Parce qu'en fait, ça fait partie de la proposition de valeur. Ouais. En fait, c'est différent d'un produit. Le produit, tu peux le fake un peu. La communauté, quand tu fais ta démo et qu'il y a rien, enfin, tu vois, c'est un peu complexe. Donc, on avait cette conviction des 1000 abonnés, enfin des 1000 personnes engagées. On s'était mis les 10%. Bon, ça a été un peu moins. Et après, là où on a senti qu'il fallait, pourquoi on n'a pas fait de gratuit, qu'on a fait directement du payant, c'est parce que nous, on a ajouté la notion de formation dès le début, et on voulait que cette notion soit ultra valorisée par rapport aux communautés gratuites qu'il y a sur le marché. Le problème des communautés payantes, et ce qui fait qu'elles fonctionnent pas, c'est qu'en fait, elles sont en opposition à des communautés gratuites qui font quasiment pareil. Oui, voilà, elles ont pas. Donc, t'avais choisi tout de suite une proposition de valeur différente, qui est Direct. Pas juste l'entraide, ouais. Qui est l'entraide plus la formation. Et donc là, le côté du coup, référent est encore plus essentiel. Exactement. Ok. Alors, Jolan, c'est trop bien. J'espère que ça vous plaît là, si vous nous écoutez, parce qu'on rentre direct dans le vif du sujet, et on va continuer. Et là, je vais t'embarquer dans une deuxième problématique qui est ultra touchy, notamment sur ce business model que personne connaît, les communautés, notamment payantes en France. C'est quand même assez peu développé. C'est la question du prix. Alors, à combien tu l'as lancé? À combien tu as mis tes prix? Comment tu prices? Est-ce que c'est des abonnements mensuels, annuels, etc.? On va voir tout ça tout de suite. Alors, Jolan, tu te rappelles le prix que tu avais fixé au départ? Enfin, tu vois, tu avais dû faire un peu un petit business plan. Tu t'étais dit, voilà, une communauté, ça peut valoir tant. Comment tu as estimé cette valeur? Et puis après, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle a été ta stratégie de lancement? Est-ce que tu as mis un prix peut-être promo pour commencer, pour séduire ces premiers 100 personnes? Raconte un petit peu
ton Alors, aventure? le pricing, c'est complexe, hein. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, tu vois, je sais pas, l'épisode sortira plus tard, mais au 1er octobre, aujourd'hui, on a fait un pivot sur le pricing. Ok, Après un an et demi de on vie. verra quand ça sort alors du coup si ça a marché. Ouais. Raconte-nous. En gros, le pricing, c'est ultra complexe. En fait, il y a plusieurs raisons. Donc, au départ, typiquement, nous, on s'est mis, alors on n'avait pas trop fait de BP, on en avait fait un petit bench. Les seuls bench qu'on avait, c'était aux US, les Reforge, Pavillon et d'autres boîtes comme ça. Et nous, on s'est dit, ok, on va faire un abonnement annuel, premium. On est à 2500, 3000 euros par an, par membre. Comment on l'a déterminé? Du coup, oui. Ouais, hors taxe, ouais. Okay. Alors par contre, c'est un truc qui est quand même vachement important à déterminer au départ. Est-ce que c'est l'entreprise qui paye? Est-ce que tu vises une entreprise? Ou est-ce que tu vises la personne un peu B2C? Ah ben effectivement. Et toi, ce que j'adore, en plus, moi je conseille à plein d'alumni, c'est de faire des offres scalables B2B. Pourquoi tout le monde veut me vendre des trucs pour les freelances en fait? Les freelances, ils ont un budget limité. C'est un peu entre le B2B et le B2C. Et là où t'es malin, c'est que t'as ciblé les CMO déjà établis, salariés dans des grosses boîtes, sans doute. Alors plutôt salariés du coup que freelance, j'imagine, avec ton pricing, mais tu me diras. Ouais, exactement. Donc en fait, nous on est parti B2B. On avait une audience. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu veux, c'est pas compliqué. Comment on a choisi notre pricing? On a été très pragmatique. On avait identifié 30 à 40 personnes. On s'est dit, ces 40 personnes-là, il faut qu'elles soient sur Unlockable. Ok. On a vu dans quelle typologie de boîte ils étaient. Par chance, c'est un écosystème qu'on connaît, c'est l'écosystème Startup Scale-up. Donc en fait, on connaît le fonctionnement, les budgets, etc. Donc pareil, c'est un avantage qu'on a parce qu'on connaît l'écosystème. Ouais. Et on s'est dit, ok, on sait que ces boîtes-là peuvent payer ce pricing-là sur des communautés US. Qu'est-ce que nous on peut faire sur la version française? Okay. Donc on est parti un peu de ce positionnement-là. Ouais, puis tu pars aussi de tes besoins de cash parce que vous êtes deux. Tu me raconteras après d'ailleurs comment tu t'es associé parce que c'est intéressant dans la vie du solopreneur. Je fais un petit calcul viteuf là, 40 fois 3000, ça fait 120 000 euros. C'est pas non plus le truc qui va te faire vivre à temps plein à deux. Donc je pense que c'était votre seuil minimum où vous vous êtes dit bon, pour faire 6 chiffres sur une communauté avec ces personnes-là, faut qu'on ait un pricing à 2-3 000 euros, sinon ça passe pas quoi. Okay. Exactement. Donc on était un peu parti de ce truc-là. On a fait ça pendant, j'ai plus les dates exactes, mais peut-être pendant 3-4 mois. Ensuite, on s'est très vite heurté à la validation interne. Donc, on s'est dit, ok, peut-être que la barrière des 2005-3000, elle est un peu complexe. Donc, on a descendu notre pricing à 2000. Ok. Et là, du coup, ça a roulé pendant quasiment un an. Et on est monté à 160 membres avec plus ou moins ce pricing-là, avec des petites périodes comme, alors, la communauté, moi, je l'anime sur le volet pricing comme un produit. Donc, avec des périodes de lunch où tu as des offres commerciales qui sont toujours en souterrain, qui n'apparaissent pas dans une communication globale, c'est plutôt via CRM, etc., sur des segments identifiés, pour essayer de rebooster le fait d'avoir des nouveaux mondes qui rentrent, parce qu'en fait, tu dois toujours, dans ta communauté, avoir un point de vérification, c'est d'avoir toujours des personnes qui rentrent pour compenser ceux qui se désengagent un peu dans l'animation. Et c'est normal, on peut pas garder tout le monde à 100%. Bien sûr, et puis c'est ce qu'on appelle le churn. Alors pour ceux qui sont pas marketeurs, moi je suis pas aussi marketeuse que toi, mais ça je connais quand même de ma vie d'avant. Et le principe d'une communauté, ce qui est génial, c'est les revenus récurrents, mais l'inconvénient, c'est le churn. Donc c'est les gens qui s'en vont à la fin de leur adhésion et qui ne renouvellent pas. Et donc c'est ce qu'on appelle le churn. Et donc tu nous raconteras aussi peut-être dans la dernière partie de cette interview, c'est quoi les métriques à avoir en tête, un peu les clignotants pour voir si sa communauté performe ou non. Mais ouais, donc toujours un flux. C'est un peu comme une newsletter, j'aime bien dire aussi, parce que tu sais, les gens, ils sont là, ouais, j'ai 5000 sur ma newsletter, t'as des gens qui se désabonnent, et puis t'as des gens qui doivent s'abonner, et toutes les semaines, t'essayes d'avoir un bilan positif, quoi. Exactement. Donc nous, ça, c'est vraiment sur cette approche-là qu'on a eu c'est vraiment ce truc-là où on s'est dit, ok, faut qu'on ait de l'animation, faut qu'on fasse re-rentrer, etc. Okay. Et donc 3000 jusqu'à 2000. Et en fait, les retours terrain, le fait de vouloir ouvrir sur d'autres typologies d'audience, plutôt des head of marketing, parce qu'en fait ta communauté, t'as envie de la faire vivre et de la rendre un peu plus grande, de créer des segments. Donc t'as un sujet qui challenge le pricing et le packaging. Nous, maintenant là, c'est tout nouveau. On fait un énorme pivot et maintenant on fonctionne avec des frais d'entrée et ensuite du mensuel. Okay. Et c'est tout nouveau. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, si je reviens au départ, pourquoi on avait un pricing haut, c'est que nous, on voulait survaloriser les formations. Il y a aucune communauté marketing sur le marché français qui avait de la formation comme nous, et donc on voulait que ce soit valorisé, que les gens le comprennent. On s'est aussi rendu compte que aujourd'hui, c'est très compliqué d'un point de vue business pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on n'a pas ciblé les freelances d'ailleurs, parce que moi, je suis freelance moi-même et je connais
les difficultés, les hauts et les bas dans une activité, et donc le fait de devoir mobiliser 3000 euros de cash, des fois c'est compliqué. Et donc on les a pas du tout target. Et en fait, on se rend compte que même des personnes en poste, maintenant ils doivent négocier tout est négociable, tout est justifiable, tout est à négocier en interne. Et donc en fait, la barrière psychologique, chose qu'on n'avait jamais jusqu'à présent, parce qu'en fait on avait imposé un peu notre pricing, maintenant on essaie de se mettre par rapport au marché. En fait, c'est 1000 euros. 1000 euros puis du mensuel. Et depuis qu'on a fait ce test-là en juin-juillet, en fait, on onboard 4 fois plus de personnes. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, ça se décompose comment? Les frais d'entrée sont de combien et après l'abonnement mensuel est de combien? Les frais d'entrée sont à 990 euros hors taxe. Ok. On veut des frais d'entrée pour 2 raisons, parce qu'en fait, on m'a demandé pourquoi on voulait le faire. Le frais d'entrée, il a 3 objectifs. Objectif, c'est différencier Unlocam des restes. C'est un sujet brand. Unlocam doit toujours être pas plus premium, mais avoir un positionnement qui est différent de ce qui existe. Select, c'est le prix d'entrée dissuasif, parce que si t'as que tout le monde puisse pas rentrer. Des tocards dans ta communauté, ça marche plus, le truc c'est la communauté des CMO exclusifs. Bah, on essaie de garder une expérience qui soit homogène, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a, l'engagement. En fait, malheureusement ou bien heureusement, le fait de payer, même si c'est la boîte qui paye, en fait, ça permet d'avoir un engagement qui est plus fort. Et, le troisième point, c'est sur un sujet de rentabilité pour nous. Vu qu'on investit énormément sur le volet inbound content, en fait, on peut pas utiliser que le mensuel suffit pas. Et le mensuel est de 50 euros hors taxe par mois. Ok. Donc, on est sur 1500 balles par an à peu près. Quoi, ce qui finalement, en fait, est 500 euros de moins que ce qu'on faisait avant. Ok. Donc, c'est un peu moins. Mais si on regarde, j'ai jamais fait la moyenne, mais je pense qu'en moyenne, avec les offres un peu promo, je pense qu'on devait être sur un panier moyen à 1800, tu vois. Ouais, donc c'est un peu moins cher. T'as le prix affiché, puis t'as les prix promo pour faire, pour booster le passage à l'action. Parce que moi, je le vois bien avec l'incubateur solopreneur. Je suis en plein, pareil, échelonnement de prix, etc. Enfin, augmentation des prix. Mais les problèmes des communautés, c'est que c'est toujours présent, c'est toujours là, quoi. Donc, je pourrais toujours me décider plus tard. Donc, en fait, pour aider tes clients à se décider à venir dans la communauté, tu dois créer des moments, leur donner des prétextes, soit de l'événementiel, avec, j'imagine, tu nous en parleras tout à l'heure, le contenu dans ta communauté, soit des prix, style, c'est le Black Friday, donc maintenant, go, il y aura plus jamais une aussi bonne offre, par exemple, sur l'incubateur solopreneur. Donc, si jamais tu veux la meilleure offre de l'année, tu rentres maintenant. Sinon, tu payeras plus cher plus tard. Okay. Exactement. Parce que c'est vrai que les communautés sont quand même beaucoup c'est du nice to have pour beaucoup. Et c'est très, très dur de rentrer dans la catégorie où on en a vraiment besoin. Exactement. Bon, écoute, c'est passionnant ces trucs sur les prix. Moi, je sais que j'ai beaucoup tâtonné. Au début, j'ai fait du mensuel. Après, j'ai complètement arrêté parce que je trouve qu'il y a un côté où tu t'engages pas. Enfin, moi, je suis pas le genre de personne à aller tout de suite me jeter sur un produit, à le poncer tout de suite. Donc, je trouve que l'annuel te laisse plus le temps de découvrir, moi, tout ce qu'il y a dans l'incubateur solopreneur, à ton rythme et tout. Parce que sinon, si tu rentres le mois où c'est chaud bouillant pour toi en freelance, tu vas faire aucun live et du coup, tu vas dire, l'incubateur, c'est nul. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs que t'as pas suivi. Ouais. Et après, toi, ils restent abonnés, c'est un renouvellement tacite ou comment tu fais? Et est-ce qu'ils gardent leur prix ou est-ce que tu leur fais un prix promo pour la deuxième année? Ça, c'est aussi le côté continuité de l'abonnement. Comment tu gères ça? Enfin, si vous en êtes là, ça fait combien de temps qu'il existe votre communauté? Les renouvellements, c'est actuellement. En fait, sur ça, c'est plus je peux te partager ma vision de ce qu'on souhaite faire, de ce que je souhaite mettre en place. J'ai pas les retours concrets parce que, en fait, le mensuel, ça a été, d'ailleurs, c'est un mensuel sans engagement. Ok. Ça a été une grosse discussion. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai retourné le sujet et je me suis dit qu'en fait, il fallait arrêter de trop se prendre la tête et il fallait être ultra pragmatique. Si l'animation, si le contenu est quali, les gens resteront. Et donc, en fait, c'est un challenge à prendre si on veut que les gens s'engagent sur le mensuel, à moi de faire un onboarding carré, de m'assurer que les gens s'activent et de les suivre suffisamment bien. Et si ça churn, ce sera un signe ultra fort du marché et de mon audience qu'il y a une merde dans ce qu'on fait. Donc, mais c'est ma manière de traiter le sujet de manière pragmatique avec 1 mois et demi de recul. Pour l'instant, tu vois, on n'a pas eu de churn depuis juillet. Mais bon, juillet, août, septembre. Donc, pas révélateur. Ouais, non, mais écoute, super intéressant. Parfait. Et écoute, moi, je te raconterai. Moi, ça va être la fin de l'année aussi, les renouvellements. Ça va être ma deuxième année. Moi, je fais la clause du grand-père, c'est-à-dire que je dis le prix avec lequel t'es rentré, tu le gardes pour garder les gens abonnés. Je crois qu'ils font ça chez Marketing Flow aussi. Ouais. Donc, c'est plus une communauté à la côté fois impact et freelance. Ouais. Et le seul problème, c'est que du coup, mes premiers prix étaient vraiment très bas. Genre,
C'était, j'avais fait 3 drops de place à 90 € par an, 190 € et 290 € par an. Donc à la première année, j'ai dit bon bah le prix moyen c'est 200 et si tu te réabonnes c'est 200. Mais 200 par rapport à aujourd'hui, c'est 1200 € et tout ce que j'ai rajouté, je trouve ça un peu faible, tu vois, dans mon ticket d'entrée. Donc ça veut dire que mon prix moyen d'incubé, il doit être plutôt autour de 600-700 € l'année, avec les promos, les gens qui sont arrivés au début, plutôt que 1200. Donc tu vois, j'ai encore un effort à faire pour arriver à mon panier moyen de 1000 €, quoi. Moi sur ça par contre je peux partager un retour parce que j'ai eu le même sujet, c'est-à-dire qu'en fait entre les gens qui sont rentrés au tout début, on est passé de 7 formations à 22, on est passé de 2 lives par semaine avec les replays à 2 lives par mois à genre 8 ou 10 lives par mois. Des contenus, enfin en termes de contenu, on a la machine, c'est juste monstrueux ce qu'on a mis en place. Et j'avais ce sujet et en fait on avait garanti les prix et c'est vrai qu'il y a toujours cet engagement moral / juridique. Et à un moment donné, je me suis dit que l'avantage d'une communauté, c'est que contrairement à lorsque tu as un produit, un SaaS ou autre, en fait tu connais pas ton audience client, tu as un niveau de proximité qui fait que tu peux appeler les gens et leur demander. Et en fait, moi je me suis pas fait chier, j'en ai appelé une quinzaine et je leur ai exposé le sujet. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes rentrés à ce tarif-là. Je vous explique pour quel sujet c'est problématique. Il n'y a pas d'enjeu. Si vous me dites que, en gros, c'est qu'est-ce que vous en pensez si jamais je fais ça? Est-ce que vous voulez conserver votre prix initial? Enfin, on a discuté. Et en fait, les retours ont été ultra positifs pour qu'en fait, on trouve un entre les deux et j'ai pu proposer un tarif un peu différent à certains. Peut-être que je suis influencé parce que c'est les boîtes qui payent et pas c'est pas la personne directement. Néanmoins, on a quelques free qu'on fait le move, qu'on accepté de payer. Et après, ça dépend. Si on parle de communauté de 4000 personnes, peut-être que c'est pas pareil. Mais si on parle de personnes, de solopreneurs qui lancent des communautés, qui monétisent pour 100, 200 personnes, on peut faire cette étape-là, qui a un impact réel sur le business. Bon, ben, trop cool. En tout cas, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment d'être dynamique sur les prix. Tu vois, tu l'as bien dit dans ton témoignage et moi aussi. Et il y a tellement de freelance ou de solopreneurs, même pour leur propre offre, même indépendamment de leur produit scalable, qui osent pas, tu sais, qui sont là. Ouais, mais j'ai dit ça à mes clients ou j'ai dit ça il y a 6 mois sur LinkedIn. J'ai envie de leur dire, mais les gars. Ouais, là sur ça, tu sais, alors le marché moi, bouge, tout le monde bouge, sauf toi. Exactement. En fait, moi, ce que je dis toujours, et ça marche pour le free comme pour la commu, c'est, en fait, les gens, ils s'en fichent de toi, ils font pas gaffe. Donc, ils ont pas trop le temps. Et au pire, si tu fais une erreur contre la remarque, tu peux rétro-pédaler si tu le souhaites. Et toi, moi, en free, à chaque fois que je lance qu'une mission passe, j'augmente mon TJM j'augmente toujours mes prestats dès que je passe une mission. Et je fais ça depuis 3 ans. Et sur la communauté, en fait, à chaque fois que j'avais un doute, en fait, si j'avais 5 personnes qui arrivaient en juin, et en fait, je testais un pricing différent et je pense que j'ai fait ça tous les 2 mois pendant 1 an et demi. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de trouver on parle beaucoup du product marketing, mais personne parle du pricing market fit ou j'en sais rien. C'est hyper dur, ultra dynamique et le pricing, c'est quand même ce qui te permet, notamment quand t'es bootstrap, de faire vivre ta boîte. Donc tu as besoin de flux faut tout le temps le travailler au bon moment, quoi, pas que Exactement. des trucs annuels ou que des trucs mensuels. Dans 12 mois, tu auras le ticket carton plein. Et alors du coup, au final, vous en êtes à combien de chiffres d'affaires générés sur ta communauté, qu'on comprenne aussi? Et c'est aussi la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, tu arrives à en vivre? Vous êtes associé dans quelles conditions aussi, pour que je comprenne aussi comment ça s'articule avec ton activité de freelance, parce que plein de mes auditeurs vont faire ça au début, combiner 2 business models, donc se dire ok, combien je peux gagner sur, je sais pas moi, ma première année de communauté payante, qu'est-ce qui est judicieux de fixer comme objectif, quoi. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, faut que je fasse le calcul, mais je pense qu'on n'est pas loin des 200 K. Ça a été assez variable sur les personnes qu'on a fait rentrer à tel moment, les bêta testeurs. Donc c'est pas toujours le même pricing pour tout le monde, mais ça doit être à peu près ça. Classe quand même, trop bien. Ouais, c'est cool. Non, mais pour le coup, on est très content. Surtout sur une communauté aussi, lancée avec un pricing aussi élevé, quasi de zéro, avec des audiences aussi micro, c'est pas simple. Mais du coup, on est content. Après, en termes d'orga, mais je pense que ça correspond aussi à une vision que nous on avait. Pour nous, Unlock'em, ça a vocation à devenir quelque chose de gros. Moi, je veux en faire c'est un truc qui est un peu ambitieux. Donc moi aujourd'hui, je suis à 50-50 entre mon part-time et Unlock'em. Et en fait, du coup, ça fait pas très rêveur, mais je me paye quasiment pas, on se paye quasiment pas avec Unlock'em. En fait, on réinvestit tout dans le content, dans la brand, dans le développement, etc. Ou dans le fait d'aller, sortir de nouvelles formations, etc. Parce que on a
mais je peux pas recommander ça aux gens. C'est juste que nous, on a la vision que Unlockem, ça peut être 10 fois plus gros. Et il y a un momentum et du coup, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Bien sûr. Et puis moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. On scale pas que pour l'argent. C'est aussi la qualité de vie et de travail de, je pense, s'occuper d'une communauté comme ça qui a un produit magnifique. Ça doit te faire kiffer, quoi. Je veux dire, par rapport à ta énième mission de CMO fractionnalisée, on aime bien nos clients en freelance, mais au bout d'un moment, il y a un petit côté répétitif, tu bosses pas pour toi, tu mets en place des systèmes qui sont pas les tiens. Là, tu sais que tu construis un capital et que, comme tu dis, demain, ça va remonter. Et en plus, ton capital, c'est à la fois tout le contenu que tu crées, mais aussi toute la base client d'abonnés. Donc, toi, vous avez vraiment une valeur sur les deux tableaux, quoi. Donc, c'est trop cool. Ouais, exactement. Après, tu vois, si peut-être que je peux partager un autre, enfin quelque chose qui permettrait de se projeter pour des personnes qui voudraient lancer ça, des solopreneurs ou qui sont free et qui voudraient essayer d'aller avoir un revenu complémentaire. Typiquement, donc moi l'une des thématiques sur lesquelles je parle le plus, c'est même pas du marketing, c'est du community marketing. Community gros, c'est le sujet sur lequel je développe le plus ma personal brand, quoi, on va dire, parce que c'est mon sujet de prédilection, celui que j'aime le plus, etc. Et tu vois, moi, là, j'ai lancé une newsletter sur la thématique. Et je sais que l'un de mes objectifs, pas forcément maintenant parce que je prends mon temps, je suis pas pressé, mais c'est ensuite de créer une sous-communauté dédiée à ça. Et mon objectif, c'est que là, toi, là, j'ai 400 abonnés, j'y vais doucement, ça, c'est hyper organique. Quand je serai autour des 800 000, je sais que j'essaierai de lancer des petits bootcamps ou des petits trucs avec cette audience-là pour me faire un revenu différent, mais aussi et surtout arrêter de faire un truc qui est très dur dans l'activité freelance et de toujours recommencer à zéro. Aujourd'hui, moi, je sais que sur le volet community, j'ai une expertise qui est bien cadrée. Et en fait, je peux prendre 10 personnes et les faire avancer. Ça me ferait gagner beaucoup de temps et ce serait aussi plus agréable, etc. Et tu vois, ça n'a pas la même ambition qu'Unlockem, mais c'est le même go-to-market. Et ce qui est génial, c'est que en fait, tu as construit un écosystème. Comme moi, j'arrête pas je suis obsédée par ça, moi, les écosystèmes. Non, mais c'est clé. Et en fait, ta communauté, elle t'apporte quand même des clients sur un plateau parce que tu me l'as pas dit, mais j'imagine que dans les membres, s'il y en a un qui a besoin d'une mission communauté ou quoi, je pense qu'il va faire appel à toi. En plus, tu fais du média, en plus, t'assois ton autorité, tu montes tes prix et ça te fait des revenus additionnels et demain, ça pourra te permettre de scaler, quoi. Donc, franchement, c'est trop bien. Écoute, on a encore plein de choses à se raconter sur la communauté et notamment, moi, j'ai un gros sujet pour toi maintenant qu'on sait un peu comment t'as fixé tes prix, comment tu l'as lancé et comment tu vas la faire grandir. C'est comment tu trouves tes clients parce qu'on a dit, c'est un business model particulier. Le principe de l'abonnement, c'est à double tranchant. C'est agréable pour la récurrence, mais c'est très, très chiant pour la vente. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Comment trouver ses clients pour faire grossir le chiffre d'affaires de sa communauté? Alors, Jolan, toi qui es expert marketing, tu as sans doute des techniques bien moins empiriques que les miennes pour faire grossir ta communauté. Moi, je fais que bricoler un peu à droite à gauche. Je regarde les influenceurs, les Américains, ceux qui ont des communautés, ceux qui discutent un peu de ce sujet membership, mais il est moins documenté que les SaaS, il est moins documenté que les médias. Donc, quelles sont tes techniques pour faire grandir ton nombre d'abonnés à ta communauté? Ouais. Alors c'est pareil, c'est un super sujet parce que finalement c'est quelque chose que j'essaye d'optimiser un peu tous les jours. Je suis pas encore satisfait. Je pense pas qu'on ait trouvé la recette secrète. Néanmoins, on a quand même identifié des patterns, des choses qui permettent de bien fonctionner. En gros, pour moi, le point de départ, c'est d'essayer d'identifier. Alors, soit avant de la lancer ta communauté ou une fois qu'elle est là. Quelle est son orientation? Est-ce que c'est une communauté qui est ce qu'on appelle event-driven ou content-driven? Est-ce que les gens viennent pour le contenu ou est-ce que les gens viennent pour la partie plutôt événementielle? Parce qu'en fait, il y a des communautés qui ont des préférences, qui ont une direction un peu plus forte sur l'une des deux. Et pourquoi c'est important de se mettre au clair sur ça? Parce qu'en fait, la clé, une communauté, ce qui fait que ça fonctionne bien, notamment sur Unlockem, c'est d'essayer d'identifier le moment où il y a un déclic dans la tête du membre. À quel moment il se dit que il a bien investi son argent et que c'est OK. Et ça, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que moi, pendant plus de 6 mois, j'ai passé beaucoup de temps à parler aux membres, envoyer des questionnaires, poser des questions qui paraissaient un peu anodines. Tous les mois, je leur demandais est-ce que tu as remboursé ton investissement, puis ensuite toutes les 3 semaines. Enfin, j'essaie pour identifier un pattern, on verra. Je sais pas, j'aurais dit mais bon. Un pattern, c'est qu'en fait, c'est lorsqu'un membre fait un live avec nous,
qui du coup participe à un moment d'expertise avec les membres, etc., et qui retourne chez lui avec des retours concrets, qui a un déclic. Et donc du coup, nous, notre stratégie d'acquisition maintenant, elle est relativement simple, parce qu'on fait pas de paid, on est en 100% organique. Okay, ouais. C'est, on a des lives qui sont ultra quali, on va chercher des super experts, des membres de la communauté ou des gens externes pour les animer. On en a une majorité qui sont 100% dédiés à la communauté pour qu'on conserve la safe place, mais on en a 2 à 3 dans le mois qu'on ouvre au public, c'est-à-dire qu'on va inviter des gens, donc là je fais de la outbound, des posts sur LinkedIn, les newsletters, les gens s'abonnent, etc. Je leur dis qu'ils peuvent venir participer. Et ensuite, on est dans un système relativement simple, soit ils ont du nurturing email, soit on les rappelle, et on leur demande où ils en sont, etc. Et la dernière brique qui a été mise en place, c'est le freemium, qui a été mis en place il y a peut-être 4-5 mois. Et l'idée, c'est de leur dire, écoute, ok, t'es venu, t'as fait le live. Peut-être que ce qui peut être encore plus intéressant, c'est que tu viennes vivre l'expérience pendant 15 jours. Et après, est-ce que tu deviens membre ou pas? Et depuis qu'on a mis ça en place, on a du régulier. En fait, ça rentre pas tout seul parce qu'il y a toujours cette notion un peu sales où on doit appeler les gens. Et du coup, moi, je bosse avec un SDR et là, on a une bizdev qui va venir 2 jours semaine pour nous aider et accélérer pour capturer le flux. Mais du coup, on est sur un système comme ça. Ok, donc t'as des closers entre guillemets, comme ça s'appelle un peu dans le soloprenariat, des gens qui vont finaliser la vente. C'est pas un achat automatique quoi en ligne quoi. En fait, le truc c'est que le Graal. Bah ouais, mais il y a en fait il y a le problème. Ça marche, mais c'est maximum 500 euros. Peut-être. En fait, si tu veux faire beaucoup de volume, au bout je pense que tu peux le faire. Typiquement, moi, là, j'ai eu les premiers cas cet été des personnes qui ont pris avec l'abonnement 990 plus 50, où ils l'ont fait en solo. Ils ont fait le freemium, ils ont converti. J'en ai 4-5 qui l'ont fait. Ça m'était jamais arrivé. J'étais en mode, wow, on a craqué un truc. Enfin, j'étais trop content. Historiquement, 2000 euros par an, payés par les boîtes. En fait, ça n'existe pas. Aux US, ils payent direct. Ils n'ont pas leur carte bleue. Enfin, c'est pas pareil. Enfin, mais non, c'est virement et tout. B2B, donc ça marchait pas. Ouais, donc ça marchait pas. C'est pour ça qu'on a fait ce pivot aussi. Sur mon marché, ça marche parce qu'en fait, je pense que les freelances seniors, ils ont déjà l'habitude de s'acheter des trucs en ligne. Ils sont les propres décideurs de leur propre formation. Ouais. Et ça doit être 1200 euros. Parfois, il y a des petites promos, donc ça va être, je sais pas, 900, 1000, quelque chose comme ça. Et ça, tu peux te le payer sur ton compte pro. En fait, pour mon persona, ils font déjà plus de 50, 80, 100 000 euros par an. Donc, tu vois, ils ont un peu de trésor pour se le payer. Ok. Bah, hyper intéressant de voir ça. Donc, toi, t'es un event driven, si je puis dire. C'est les lives qui vont donner envie. Ensuite, tu fais du freemium et tu fais beaucoup de séquences email. Tu utilises quoi comme outil? Parce que moi, je suis un peu nulle encore sur ça. Je trouve que c'est assez compliqué dans une communauté, en fait, de gérer d'un côté l'endroit où il y a les cours, etc. De l'autre, l'endroit où il y a la segmentation, le scoring, les leads. T'as trouvé un seul outil qui les gouverne tous ou t'en utilises plusieurs? Ouais, presque. Alors, sur ça, je suis hyper chaotique. Mon objectif de Q4, c'est d'avoir un truc un peu propre. En gros, nous, on a construit la communauté sur Circle, un outil qui s'appelle Circle. L'avantage de Circle, c'est que le développement a été très rapide depuis qu'on s'est lancé. Et aujourd'hui, en fait, ils ont une fonction CRM, etc. Et donc, tout ce qui est freemium, live, expérience sur la communauté, tout est hébergé sur Circle. Les flows sont construits dessus et tout tourne tout seul. À côté, pour la partie nurturing de lead plus la partie outbound, c'est pas encore géré par Circle et je suis pas sûr que ça a vocation à être 100% géré de leur côté. Donc là, on a un mix Lemlist Brevo. Donc j'ai mes séquences Lemlist qui tournent, j'ai mon nurturing Brevo qui tourne, j'ai un scoring qui est un peu éclaté mais qui a le mérite d'être présent, qui a le mérite d'exister, ouais, exactement. Et ensuite j'ai des vagues. Alors par contre un truc que j'ai pas dit et qui est hyper important, c'est que moi j'ai compris en début d'année quelque chose, c'est que pour avoir des pics de membership, en fait, il faut créer des moments. Et donc, tu vois, typiquement, là, aujourd'hui, on a lancé un truc, c'est le bootcamp Go-to-Market. C'est un bootcamp de 7 jours, 7 emails, où on partage 7 tactiques Go-to-Market qui viennent de nos formations. Et on a récupéré 300 leads. Et ça fait 1 mois que je communique dessus. C'est génial. Tous les leads sont peut-être pas quali, mais en fait, c'est juste que je crée un moment pour re-remplir mon pipe et m'assurer que pendant octobre, novembre, j'ai de quoi travailler. Donc, j'ai 300 personnes, je vais les appeler, je vais leur faire des trucs à gauche, à droite, et on va en convertir petit à petit. Parce que, un truc qu'on communique pas trop, c'est que il y a ça arrive très souvent qu'en fait, décider de payer pour une communauté, de la formation, des choses comme ça, en fait, ça peut prendre du temps. Le fait d'avoir téléchargé un contenu,
c'est pas un signe d'intention que la personne est prête à acheter. Et donc il faut l'identifier, mais il faut aussi leur laisser le temps de monter en maturité, de comprendre que c'est pertinent pour eux. Et du coup, moi, j'essaye beaucoup de travailler sur ça, sur le fait d'accompagner mes leads, nurturer du mieux que je peux, de les inviter plusieurs fois à des offices, savoir s'il faut, et ensuite pour optimiser ma conversion. Bon, c'est génial et en même temps, je pense que les auditeurs comme moi, ils doivent se dire oh, putain, c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'il faut quand même imaginer que la beauté d'une communauté, c'est que c'est un produit hyper fort. Les gens sont hyper proches de nous, ils ont une propension à, on peut les comprendre, on peut parler avec eux, mais il y a du coup un peu deux funnels à avoir quoi. D'un côté avec ses prospects, puis de l'autre avec les gens dans la communauté pour aussi qu'ils viennent au live, qu'ils nous donnent leur feedback et tout. Donc c'est vrai que faut quand même être, je pense, solide sur ces trucs. Bon, après tu peux le faire au fur et à mesure. Hein. Moi, j'ai démarré le truc avec 150 personnes. Et puis après, tout, c'était le gros bordel et j'avais pas segmenté les gens. J'avais aucun email qui disait ah tiens, vendredi, c'est ce live. Franchement, j'étais quand même à poil en onboarding, en tout. Et ça a marché quand même parce qu'en fait, le produit est bien. Donc, je pense que les gens, ils évoluent avec aussi le créateur de la communauté. Exactement. Merci à vous, d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça que les communautés fonctionnent. C'est parce qu'en fait, les gens et que ça passe de l'audience à la communauté, c'est parce que les gens suivent quelqu'un. Et en fait, ils savent quel est le point de départ et ils l'acceptent. C'est évident que là, ce que je raconte, en fait, c'est un contexte particulier d'un projet business qui est community led, genre orienté communauté. Mais en fait, c'est pas le point de départ. Aujourd'hui, moi, si demain quelqu'un vient me poser la question, en fait, bien entendu que tu peux commencer à structurer et à développer pour avoir un complément de revenu quelques centaines, milliers d'euros par mois, sans avoir besoin de créer des machines de guerre que nous on est en train de faire. Là on est 2 ans plus tard, quoi, quelque chose comme ça. Exactement. Moi aussi, c'est à peu près le même moment. Et tu vois, je voulais partager quelques techniques de vente de maintenant, mais que j'avais pas anticipé à l'avance. Avant, j'avais juste fait un lancement annuel, quoi. Tu vois, j'avais fait un pré-lancement. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis inspirée de Holly Richards, qui est un solopreneur que j'aime bien, et qui parle souvent, c'est un des rares à parler des memberships. Et il dit, pour qu'un membership fonctionne, il faut il soit événementialisé. Donc moi, maintenant, je suis passée à des thèmes mensuels dans l'incubateur pour 2 raisons. Je me suis rendu compte que les gens, ils apprenaient mieux, ils mettaient plus en pratique quand on restait pendant 1 mois sur la même thématique. Parce que le problème, c'est qu'une semaine dans la vie d'un freelance, quand le vendredi tu fais LinkedIn, le vendredi d'après, je sais pas, lance ton offre, le vendredi d'après encore, crée un funnel de vente et encore le 4e vendredi, un autre truc, les mecs, ils pètent un câble, ils ont pas le temps de mettre en place. Donc maintenant, je fais des thématiques mensuelles, par exemple, trouve des clients sur LinkedIn pour ton activité de freelance et on fait 4 lives thématiques sur les 4 sous-dimensions nécessaires. Et comment j'ai événementialisé ça pour avoir des prospects, c'est que du coup je fais une masterclass en amont, parce que moi c'est plutôt ça ma stratégie d'acquisition, où je vais dire comment trouver des clients sur LinkedIn, et puis à la fin de la masterclass je vais vendre l'incubateur et je vais dire si tu rejoins l'incubateur maintenant, parce que c'est bien pour ton activité de toute façon, en plus, tu auras les 4 lives et puis les coachings et un petit peu le challenge, on va dire, là-dessus. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tester. Et quand j'ai fait ça, j'ai eu un pic de recrues. C'est un challenge LinkedIn que j'avais organisé en mai et on a été, je sais pas, j'ai eu 30 nouveaux clients, quelque chose comme ça. Ok, trop bien. Donc pour moi, c'est plutôt un bon signal, sachant qu'on est 274 incubés à l'année en ce moment. Tu vois, donc c'était 10%. Ce qui est du coup un très bon taux, hein. Ouais, c'était un bon taux. Et je pense que ton approche, elle est carrément bonne. Tu vois, moi, tout à l'heure, tu as parlé de marketing flow. Moi, je regarde beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est super. Enfin, leur approche est vachement bien. Je les connais pas personnellement, mais du coup, en tout cas, de l'extérieur, je trouve ça vachement bien. Et eux, depuis quelques temps, ils ont pris cette direction de se dire, on fait des bootcamps et le bootcamp, en fait, tu t'inscris pour y participer. Du coup, tu deviens membre et de toute façon, tu peux te désabonner 1 mois après si tu le souhaites. Ouais. Mais en tout cas, ils ont cette approche d'événementialiser et moi je le vois pour Unlockem et dans les recommandations que je fais avec mes clients, des choses comme ça, c'est une communauté, ça se pense comme un produit. Et en fait, il faut arrêter de le décorréler. Une communauté, c'est pas juste un Slack, c'est pas un WhatsApp, même si tu monétises, c'est un produit. Donc c'est un produit qui a des features. Les features, ils permettent de répondre à des besoins et tu dois pousser ces trucs-là. Tu dois les mettre en avant. Sinon, en fait, les gens peuvent pas le comprendre et tu dois adapter ta communauté au fil de l'eau pour que en fait, t'affines. Tu peux commencer avec quelque chose qui est pas très poli, mais il faut l'affiner pour avoir quelque chose qui soit vraiment quali. Et c'est ce qui permet d'augmenter tes prix
Et c'est ce qui te permet d'avoir du bouche à oreille, d'avoir de la viralité, etc., etc. Et de te différencier aussi, parce que tu peux Exactement. rajouter des features ou en enlever avec l'évolution aussi de tes concurrents sur le marché. Bon, bah écoute, c'est hyper pertinent. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie KPIs, c'est-à-dire, c'est quoi les métriques pour avoir une communauté qui performe? T'en as disséminé là quelques-uns dans les différentes parties de cette interview, mais on va faire quand même un petit point performance chiffrée pour savoir si votre communauté elle est rentable, si elle est scalable et si en gros elle a une bonne traction quoi. Si vous devez aller all-in dessus ou si vaut mieux garder vos missions de freelance. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi les KPI à regarder? Toi, donc, t'es derrière ton tableau de bord que j'imagine un tableau de bord de ouf parce que comme t'es un directeur marketing, tu dois avoir des KPI dans tous les sens et que ça doit être bien plus fourni que le mien. Tu regardes quoi? C'est quoi tes petits clignotants d'indicateurs et à quelle périodicité aussi? Ça, j'ai pas envie de te décevoir. Tu sais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Ce que je fais avec mes clients, c'est pas ce que je fais pour moi. En gros, bon, pour introduire ce sujet, un point. Point numéro 1, c'est que moi, je suis archi fan des business communautaires parce que je me considère comme étant un community guy. Donc en fait, je suis dans des communautés, j'adore être dans des communautés, etc. Maintenant, c'est un business qui est assez énergivore. En fait, parce que ça prend une bande passante humaine qui est bien entendu, on peut scaler parce qu'il y a plein d'outils, on peut faire plein de choses, etc. Mais à un moment donné, la communauté, ça passe par de l'humain. C'est l'un des liens clés, en tout cas dans la manière dont moi je le développe. Donc tout ça fait que, en plus de ça, vu que je suis un community guy, je me surinvestis un peu trop sur le côté humain, ce qui fait que je manque un petit peu de temps sur plein de sujets. Et donc du coup, moi, j'essaie d'être très très pragmatique sur les KPI que je suis. La North Star métrique, c'est le revenu. Le revenu qu'on arrive à faire rentrer chaque mois et qui en fait est hyper importante parce que ça permet juste de dire est-ce qu'on est dans une phase de croissance continue, ça permet de financer les développements qui suivent. Donc moi je ne suis jusqu'à présent. Alors maintenant qu'on passe avec du mensuel, on va avoir le MRR. Jusqu'à présent, on était plutôt sur de l'annuel. C'est le revenu mensuel et on voit combien ça rentre. Donc revenu, chiffre d'affaires, tu t'es fixé un objectif et puis tu mets des actions correctives en fonction de tes... Exactement. Et donc en fait, j'avais un volume de personnes à faire rentrer qui était entre 7 et 10 par mois. Et quand j'étais en dessous, quelle action je devais mettre en place en réaction. Quand j'étais au-dessus, ça me permettait de préparer la suite. Si je pouvais faire plus, c'est trop bien, mais c'était un peu ce qu'il fallait viser pour le rythme de croissance. Finalement, les métriques que je suis le plus, et par contre je les suis quasiment toutes les semaines, c'est sur le volet engagement. Parce qu'en fait, l'engagement détermine le niveau de qualité qu'il y a sur ta communauté et donc ça détermine notamment quand tu fais du self-serve où les gens viennent tout seuls, si tu as un gros pic, là tu vois j'ai un gros pic avec 300 leads, j'ai 200 leads qui viennent de rentrer sur la communauté, je me suis quand même assuré que depuis 3 semaines ça déroule bien sur la commu pour qu'il n'y ait pas un vide quand les gens arrivent. Et ça tu dois le surveiller, tu vois. Donc moi l'engagement, et ce qui compte beaucoup pour moi, c'est le volume, le pourcentage de contenu produit par les membres. C'est-à-dire que ce que je regarde, c'est pas combien de posts moi je vais raconter et les likes que je vais avoir, c'est combien de posts, de commentaires ou d'interactions vont être à l'initiative des membres de la commu, ce qui du coup donne un indicateur de la santé de la communauté. Indicateur qui est très facile à suivre parce que sur Circle, il te le donne, j'ai pas besoin d'aller le chercher, ça se fait tout seul. C'est quoi ton pourcentage? Il y a un pourcentage qui est bon? J'ai aucune idée de c'est quoi l'engagement. Moi je vise, en fait, alors ça dépend de ton stade de maturité. Sur mes 6 premiers mois, je visais... Mon objectif, c'était de me rapprocher des 25%, ce qui sous-entendait que 75% du contenu était produit par moi. C'était déjà ambitieux, parce que ça met du temps en fait à créer du mouvement, on va pas se mentir. Les gens ils sont timides, faut créer de l'interaction, faut donner envie aux gens de le faire, faut que les gens comprennent comment on fait. Ça c'est naturel pour nous, mais ça l'est pas toujours pour les autres. Et maintenant, par contre, c'est 50%. En dessous de 50%, j'estime que c'est pas assez animé, donc je mets des actions correctives. Ok. T'as des ambassadeurs ou J'ai des community leads depuis 3 mois, 4 mois. D'accord. Donc des gens qui après ça de toute façon parce que tu vas me raconter comment tu te fais aider parce que ça a l'air d'être quand même un boulot colossal. Ok, donc 25 à 50% d'engagement, ok. Voilà, c'est ce qu'il faut viser. Ça c'est ma métrique sur l'engagement. D'autres personnes, en fait, en fonction de l'outil, de la plateforme sur laquelle tu es, tu peux aller chercher d'autres choses. Ça dépend. Moi, je vais plutôt voir les gens qui se connectent au live, parce que moi, il est très l'incubateur, vraiment, c'est les lives du vendredi à 14h, donc c'est mon indicateur de base, tu vois. Si Top les métrique. médias viennent pas, bon, ben, c'est un peu con. En fait, exactement. En fait, ce qu'il faut sur la partie engagement, parce qu'il faut pas rentrer dans des trucs trop complexes. Je trouve que beaucoup de personnes se perdent dans l'analyse de l'engagement de leur communauté, alors qu'en fait, c'est par pic. Ce qu'il faut, c'est avoir un truc qui donne une température et qui reste
tout le temps vrai, en octobre, en novembre, en décembre, etc. Et ensuite sur la partie plus business, moi ce que je regarde c'est le volume de démos mensuel, parce que jusqu'à présent je fais beaucoup de démos, et le volume de leads qui rentre dans le pipe, qui me permettent ensuite d'avoir un taux de transformation en démo. C'est-à-dire que combien de leads rentrent, combien j'ai de pourcentage qui deviennent des démos. Et d'ailleurs, je le regarde pas au mois, je le regarde au trimestre, parce que nous, on a un cycle de vente qui est de 12 semaines, de 8 à 12. Donc, au début, je le regardais au mois et j'étais tout le temps déçu. Et quand je me suis rendu compte qu'en regardant à 8-12 semaines, en fait, c'était plutôt ça, ça me permet de voir tous les trimestres combien j'ai de leads qui rentrent qui se rapprochent d'Unlockm, newsletter et compagnie, et combien se transforment en démo. Et ça me donne des indicateurs, sachant que moi, j'essaye de viser une quinzaine de démos par mois. Et d'avoir... Alors, le taux de transformation de la démo en vente, il est facile. C'est plutôt la transformation du lead à la démo. Ok. Où là, tu vois... Tu vises combien sur le lead à la démo ou sur la transformation? Les deux. Le lead à la démo, moi, j'essaie d'avoir autour des 20%. Donc, tu vois, si j'ai 100 leads en septembre, j'aimerais bien faire 20 démos dans les 3 mois qui suivent. Trop bien. Sur cette audience-là. Et en taux de transformation, en vérité, on est... Alors, le taux... si on prend pas en compte un cycle de vente qui peut s'étaler, franchement, on doit être à 80%. C'est les gens qui viennent en démo ont vraiment envie de venir, c'est qu'un sujet de validation budgétaire. Okay. Si on est strict et qu'on n'étale pas sur 6 mois, on doit être autour des 40-50%. Ok. Ce qui reste bien, c'est juste que c'est énergivore la démo, en fait. Ouais, c'est clair. Et je regarde quasiment que ça. Ok. Donc là, tu as tes indicateurs d'engagement, tu as des indicateurs de vente. Et après, je sais pas, comment tu fais toi pour voir si tu produis assez de contenu, peut-être pas trop non plus. Enfin, je sais pas, c'est parce que tu as aussi le côté production, je pensais à ça, ou pas. Tu disais on investit beaucoup dans la création de contenu. Bah en gros, moi mon objectif, alors Unlockm, on a commencé par la commu, on avait des médias, mais enfin la partie audience était très orientée à nos personnalités, à moi et Emmanuel. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est focus sur le développement du média Unlockm. Okay. Et donc la prod de contenu, en fait, elle est simple. On bosse avec une agence, on essaie d'avoir un process très très structuré. On a des contenus master qu'on décline, qui ont plusieurs formes. Et j'ai pas de règles de volume. Par contre, j'ai des règles de médium, c'est-à-dire que je veux pouvoir toucher les gens sous différents médiums et via différents canaux, parce que tout le monde n'a pas le temps de regarder un replay d'1 heure. Certaines vont juste lire la checklist. Donc j'offre ça à tout le monde et je me fiche de la fréquence, de la pression que je peux mettre aux gens, parce qu'ils sont libres de gérer leurs notifications. Je leur rappelle plusieurs fois. Donc en gros, je pars du principe que s'ils laissent les notifs, c'est qu'ils sont OK. Et je pense que moi je le vois pas parce que je suis de l'extérieur, mais je pense qu'on a un bon rythme parce qu'on produit quand même pas mal de contenu en termes de live, d'articles, de newsletters, etc. Je veux dire, tu vois, tu te dis, je sais pas, faut que ça soit actif tous les jours, par exemple, la communauté. Il y a toujours un truc qui est produit ou un truc toutes les semaines. Par contre, nous, on n'est pas un Slack ni un WhatsApp. Ok. Donc nous, notre proposition de valeur, elle est simple. Chaque semaine, le truc le plus intéressant que tu dois lire, écouter, regarder en marketing, c'est sur Unlockm. D'accord. Si tu te connectes une fois par semaine, le deal, c'est tu viens chez nous. Si tu te connectes que 2 fois 30 minutes dans la semaine, les 2 meilleurs contenus que tu peux trouver sur le marché sont chez nous. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. En fait, je te titille là-dessus parce que je pense que les gens, ils veulent toujours en rajouter. Mais en vrai, les communautés où il y a trop de bruit, c'est chiant aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a une place dans le marché pour les communautés savamment dosées en contenu versus truc. Et moi, typiquement, j'ai beaucoup de contenu par ailleurs, mais je mets pas énormément de contenu dans l'incubateur, genre je vais pas mettre mes podcasts à regarder, mes podcasts à écouter, etc. Parce que ça, je le mets ailleurs dans ma newsletter. Dans l'incubateur, c'est vraiment passage à l'action. Donc, je vais chercher chaque semaine un thème très pratico-pratique, genre un workshop, et des ressources pour que les gens passent à l'action sur ce sujet. Tu vois, c'est un contenu différent. C'est pas en mettre plus, c'est mettre plus actionnable. On va Exactement. dire. En fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut quand même qu'on comprenne tous bien, quelle que soit l'ambition qu'on a avec une communauté. Les communautés aujourd'hui, elles sont hype, elles se lancent de partout parce qu'elles sont une réponse au bruit sur les réseaux sociaux. On parle de cozy web. Donc en fait, quand quelqu'un est prêt à mettre de l'argent, quel que soit le volume, quel que soit le prix qu'il met, ce que la personne recherche sur une communauté, c'est une sélection. Donc en fait, il veut pas être noyé. Après, ça dépend. Des fois, ne pas être noyé, ça veut tout et rien dire parce que ça peut être une fois par jour, ça peut être suffisant. Ça peut être bien ou pas bien, ça dépend de ce que tu fais. Mais globalement,
Si c'est pour se retrouver comme sur Insta, LinkedIn, où en fait tout est balancé comme ça n'a aucun intérêt. Donc, sur une communauté, tu dois faire un travail de curation, tu dois faire un travail de ligne directrice. Nous, nos membres, ils savent que nos contenus, ils sont pratiques, actionnables, que c'est à vocation pour faire briller le marketing dans leur entreprise et qu'en fait, on est au service de leur succès. Donc et après, par contre, s'ils estiment qu'il y a trop de newsletters, eh ben, ils désactivent la notif et ils vont consommer que le récap du replay une fois par semaine. Ils sont autonomes sur ça. Ok, bon, mais écoute, hyper intéressant. Et si c'est bon pour toi sur cette partie KPI, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Bah ouais, puis surtout, j'ai pas envie de décevoir l'audience. Je suis vraiment moins bon sur cette partie pour moi qu'est-ce que je peux faire pour mes clients. Bon, écoute, tant que tu suis le chiffre d'affaires et que tu as un objectif de nouveaux entrants, j'ai envie de te dire, c'est con, hein, mais moi, en fait, avec l'incubateur, au début, j'avais même pas ça. J'étais là, je fais du chiffre d'affaires, mais enfin, tu vois, j'avais pas fait attention que ça soit récurrent tous les mois. Et donc ça demande déjà des sacrées stratégies. Je pense que c'est le truc à retenir. Et ce que je te propose, c'est que, du coup, le dernier morceau, on attaque comment tu te fais soutenir et aider pour créer ce produit qui est quand même, quand on t'écoute, moi je dis, titanesque. Tu vois, il y a beaucoup de back-office, il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de contenu à créer. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu les coulisses. Combien de temps ça te prend? Qui t'aide? Est-ce que tu délègues des trucs? Est-ce que tu fais des trucs avec de l'IA? On veut tout savoir sur comment gérer une communauté sans se cramer. Parce que ça serait quand même con de scaler, mais du coup, d'y passer 70 heures par semaine et de ne plus voir ses enfants. Allez, c'est parti pour les conseils orga et back-office. Alors Jolane, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je me disais, à quel moment tu as rencontré ton associé aussi? Est-ce que du coup c'était un move parce que elle c'est un de tes personas? Est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'on se mette à deux parce qu'il y a trop de boulot dans une communauté? Et après voilà, si tu peux me raconter un petit peu qui t'aide dans la gestion de ce produit communauté, ça m'intéresserait. Je demande ça, c'est pour une amie. Alors avec grand plaisir. Donc avec Emmanuel, on s'est rencontrés, on a été mis en relation en 2023, je crois. On se connaissait pas du tout, on a été mis en relation parce qu'en fait, moi, je parlais de ce projet de lancer une communauté à un contact commun. Elle en a parlé aussi. On a été mis en relation. Honnêtement, ça s'est fait. Tu sais, des fois, les choses se font un peu de manière organique, quoi. Donc, on a fait une visio, on a discuté. On a vu qu'on avait des trucs en commun sur ça. On a chacun bossé un peu de notre côté pendant 2-3 mois. Et puis, à un moment, on s'est tapé dans la main en septembre 2023 toujours. Et en fait, on a commencé à bosser sur le programme de contenu et on a lancé ça 9 mois plus tard. Ça s'est vraiment fait. Et en fait, directement, on a quand même identifié, on est tous les deux des profils marketing, mais avec des grosses complémentarités. On bosse pas avec les mêmes audiences. Elle s'est très orientée scale-up de la tech. Moi, j'ai fait beaucoup de PME, des startups un peu plus early. Et j'ai bossé dans des écosystèmes qui sont pas forcément que de la tech. J'avais une expérience où j'avais bossé dans une boîte orientée communauté pendant 7 ans. Donc j'avais l'expérience de l'avoir fait et je savais ce que ça voulait dire. Et elle avait d'autres compétences sur le volet marketing, business et tout. Ça s'est vraiment fait comme ça. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que donc c'est moi qui me suis occupé dès le premier jour de la partie animation communauté, content, etc. Pendant quasiment 6 mois, j'ai quasiment tout fait tout seul. Ce qui du coup a demandé, malheureusement, ça n'a pas été la période où l'équilibre vie pro vie perso a été la plus forte parce que j'ai carburé comme jamais. Enfin, on a carburé parce qu'elle allait s'occuper des formations et moi du contenu et de l'animation. Ok, ça marche. Donc sur cette partie-là, en fait, on a produit énormément pour préparer le lancement. Ensuite, en fait, on a eu un gros déclic, c'est que le jour où j'ai compris que les office hours, donc nos lives, étaient un élément clé, je me suis dit, ok, on a cette masse de contenu qui est en fait un live par semaine, quasiment même plus, où on a du contenu hyper quali, on n'en fait rien, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Et donc là, ça fait maintenant 6-7 mois qu'on a beaucoup accéléré sur le contenu, c'est-à-dire que je pense que maintenant, on fait entre 6 et 8 lives par mois. On fait 3-4 articles par mois. On a 2-3 newsletters par mois. On a une quinzaine de posts sur les réseaux sociaux. Et je produis une dizaine, une quinzaine de contenus pour la communauté unique. Donc là, c'est énorme. Sans compter qu'on a le podcast YouTube, etc. etc. Et comment on a fait ça? Aujourd'hui, on bosse avec une agence qui s'appelle Spicy Lemon, qui, elle, nous a aidé il y a quelques mois. On a sorti tous les contenus de la plateforme, on les a mis dans un Excel, on les a catégorisés par thématique, sujet,
intérêt, c'est-à-dire qu'on a identifié là où il y avait plus de likes, etc., etc., etc. Hmm. Et ensuite, avec l'IA, on s'est créé des clusters de typologie de contenu et on a commencé Ok. à construire une roadmap content. Et donc, il Ok. nous Wow. aide maintenant à produire ce contenu. Tous les mois, il nous aide à faire les résumés, les replays, les articles, etc. Et on a fait un énorme travail au départ. Et aujourd'hui, on est ça tourne bien parce qu'en fait, tous les mois, on récupère les contenus du mois précédent et on Hmm. refait le même travail pour le mois qui suit. Et en fait, on reprend, on les redécline Génial. et on prend une Ah, office hour c'est d'une heure. scientifique, quoi. C'est pas du tout du contenu à l'arrache en Ah mode non, ah, mais tiens, en j'ai fait, l'impression que ouais, ce sujet va être intéressant. Non, c'est par rapport l'engagement des gens, quoi. exactement. Parce qu'en fait, par contre, on a une méthodologie qui est en place depuis le début, c'est que les officers, donc les lives, en fait, sont construits par rapport aux questions des membres. Donc, si Hmm. un membre me parle d'outbound, parce si j'ai 5 membres en janvier qui me parlent d'outbound, alors en février et mars, on va faire du contenu outbound parce que je sais que ça va répondre à leurs Hmm. besoins. Donc, une fois qu'on a fait le live, j'ai 1 heure avec des top experts références. Ces 1 heure, ça me permet de faire un article, une newsletter, une checklist, et en fait, je redécline juste les trucs. Et et c'est pour ça que la communauté c'est super fort parce qu'en fait on a la température en direct de ce que les gens ont Hmm. besoin, faut juste être à l'écoute et ensuite faut réfléchir au process. Ça c'est compliqué, Hmm. mais on l'a fait comme ça. Et maintenant avec cette agence ça marche hyper bien Trop et ça bien. nous permet de lancer d'autres trucs surtout. Ok, non, mais c'est hyper fun. Moi, tu vois comment je me suis organisée. J'ai mon framework des 4 piliers de la scalabilité où il faut 4 trucs pour scaler. Une offre, un média, un produit scalable et un système d'organisation, une communauté autour de toi. Donc, en gros, je fais en sorte que les lives, ça soit un peu des 4, tu vois, Ok. tout le temps. Après, je source mes experts parce que je les connais bien, j'ai bossé avec eux ou ils sont venus dans le podcast, donc je sais que c'est des bonnes personnes. Et, après, contrairement à vous, peut-être que de temps en temps, moi, j'ai un petit côté, je vais donner quelque chose à manger aux gens qui m'ont pas demandé, mais je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher un peu dans la curation aussi, dans la confiance qu'ils mettent dans le créateur. C'est que, je sais pas, j'en sais rien, si je fais un live sur comment écrire ton premier livre auto-édité sur Amazon en freelance, peut-être que les gens vont pas y avoir pensé à la base, mais je le fais parce que je sais que ça coûte pas cher entre guillemets de le faire pour ensuite monter tes prix et que donc ça fait de toi un meilleur freelance, même si au départ t'étais pas du tout parti pour être écrivain. Tu vois, il y a ce petit côté un peu factor X, je sais pas comment on pourrait l'appeler, de c'est pas prévu, personne l'attendait, mais je te donne ce truc et en fait c'est un peu le petit secret de sauce, quoi. Ouais, je vois bien. Voilà. Pour le coup, nous, c'est un truc sur lequel j'ai pas trop communiqué, mais pareil, en fait, on n'y réfléchit pas trop, mais on a la chance et je pense que c'est la même situation pour toi, c'est qu'en fait, on est tous les deux des CMO et on anime une communauté de CMO. Ouais. Donc, en fait, nous, quand les sujets arrivent, moi, des fois, je vois des trucs et je sais que le prochain live, ça va être ça, parce que si ça Mais oui, m'intéresse, je me dis que ça va. c'est ça. Donc, Mais pareil, ça se fait hyper naturellement. Je pense que si tu animes une communauté où en fait t'es pas le t'es pas persona, l'expert. t'es pas Ouais. enfin t'es pas le persona Mm. cible, il y a un travail à faire qui est un peu plus Ok. compliqué. Bon, et puis parlons bien. Est-ce que tu as, je sais pas moi, un community manager, un assistant virtuel, des gens qui répondent aux messages, des IA, enfin, Non, non? non, C'est en vous fait, qui faites ouais. tout ça? Alors Ok. en gros, on a des gens qui nous ont aidés sur le volet bizdev, SDR ou un bizdev là, comme je t'ai dit tout à l'heure. On a une agence qui nous aide sur le volet déploiement du site, la partie design, etc., etc. Mm. Sur la partie animation de la communauté, en fait, ça nous prend du temps, et notamment c'est moi qui m'en occupe, donc ça me prend du temps. Maintenant, euh, on n'est pas un Slack. Donc en fait, moi, j'ai pas du community Ouais. management à faire tous les jours. Moi, Ouais, j'ai ok. plus des gros moments dans la semaine où je dois préparer mes lives, structurer mon contenu, et mon travail d'animation, il est pas plus dans le fait d'animer la communauté, mais plutôt d'être toujours suffisamment en contact avec mes membres pour m'assurer qu'ils ne churnent pas Mm. et Mm. identifier leurs besoins. Parce que, en fait, ça dépend vraiment de la proposition verte de ta communauté. Nous, les Ouais. gens, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément discuter comme dans un truc instantané. Ce qu'ils veulent, c'est Ah, être pareil. réunis en Ouais. live et avoir des bonnes questions, des bonnes problématiques, etc. Donc moi, mon enjeu, c'est, de toute façon, je me suis fixé 15 à 20 discussions par semaine avec des membres de la commu. Ça peut être un call ou juste des échanges via le Trop bien. système de messagerie. Et Hop, l'idée, un c'est, KPI de plus. ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est un KPI. J'ai 15 à 20 discussions par semaine. Et c'est, Ok. qu'est-ce qui se passe dans ta vie, t'en es où, c'est quoi les sujets du moment, etc. Ah, mais attends, dans 2 semaines, regarde, on fait ce live-là, va le faire. Mm. Et moi, je suis là pour rediriger. Ah, mais attends, faut que tu parles à telle personne. Et du coup, je les mets en Hyper relation, je crée quali. une discussion. Et parce qu'en fait, je peux me le permettre, parce qu'en fait, on a 150 membres, on en aura 200 en décembre, 300 l'année Ouais. prochaine. Mais en fait, on n'en a pas 5000. Et ça a pas j'ai pas la vocation à avoir 5000 membres Mm. dans un an.
Et moi, j'en ai légèrement plus parce que 273 déjà, c'est un peu dur de C'est un savoir plus gros volume. où en sont les gens. Mais moi, du coup, j'ai mis les rendez-vous du live du vendredi parce que comme ça, comme ils me posent des questions, je sais qui c'est. Là, j'en ai vu un after work et il me disait putain, mais tu te rappelles de nous, de ce qu'on fait, de notre produit? Je dis bah oui. Enfin, tu viens tous les vendredis, donc je sais ce que tu fais. En fait, je vois Ouais. ton parcours évoluer. Et après, je me suis fixé un temps, c'est les lives. Je fais un open coaching tous les mois et en fait, les gens viennent, me posent leurs questions ou veulent se faire roaster leur offre, leurs médias, leurs trucs. Et du coup, grâce à ça, j'ai peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 personnes qui tous les mois me présentent leur business. Donc, tu vois, ça me permet de suivre un petit peu où ils en sont. Voilà. Ah, c'est trop bien. J'aimerais trop mettre en place, moi, ça, les thérapies marketing. J'ai pas encore trouvé le Ah, c'est temps. cool. J'ai, Thérapie, j'aime bien le mot. ouais. Mais c'est volé, hein. C'est Exit 5 qui fait ça aux US. Je trouve ça trop stylé. Et en fait, je l'ai pas fait parce que pendant longtemps, au début d'Unlockem, je faisais des cafés marketing. Et les 3 premiers cafés marketing que j'ai fait, j'étais tout seul. Et je me suis dit, oh là là. Et du coup, j'ai arrêté. Mais je pense que je relancerai le sujet parce que c'est un bon moyen de scaler un petit peu cette approche. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, vous êtes en full, enfin par l'agence, quoi. Vous autofinancez et vous faites vous-même, quoi. Parce que j'allais dire, moi, je commence à avoir un petit peu d'aide. J'ai un peu assistance virtuelle pour programmer les lives, les machins, envoyer les mails aux invités. Je vais avoir bientôt un peu d'aide sur l'animation des lives. Et l'animation de communauté, ne serait-ce que faire, tu sais, des cafés d'onboarding et tout, parce que ça prend du temps aussi un peu tous les mois pour réunir les gens. Voilà, donc moi je vais commencer petit à petit à me faire aider Et, sur la communauté, même si pour le moment je gérais ça toute seule et ça me prenait, on va dire, 1 heure par jour, quoi, quelque chose comme ça. ok. Voilà. Nous, par contre, je complète, c'est vrai que je l'ai pas dit. En fait, dans ce qui nous aide, il y a l'outil. Circle, en fait, est une plateforme Mm. exceptionnelle. Je suis pas, Ouais. je gagne pas d'argent quand je recommande, mais c'est assez Ouais. exceptionnel ce qu'ils font et du coup, ça intègre beaucoup d'outils très pertinents. Et Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai Mighty Networks, c'est un peu le ouais, concurrent, mais c'est chouette aussi. Il y a non mais on plein peut faire trop de de trucs avec. On peut automatiser des choses et tout. d'automatisation. Voilà, C'est je l'ai hyper pas. En fait, puissant. j'ai juste pas assez geeké. Tu vois, je regrette juste de pas avoir eu un peu l'esprit geek où j'ai cherché comment faire des trucs. Et ils développent plein de features. Ces 2 boîtes américaines, ils arrêtent pas de développer des trucs. Donc le Ça va truc d'il y a hyper 1 an, vite. ça se ressemble pas par rapport à aujourd'hui. Donc c'est trop bien. Et tu vois, typiquement, moi là, j'ai besoin de faire une grosse refonte du Circle. Je vais Mm. externaliser, je vais prendre quelqu'un pour m'aider à le faire, pour Ok, passer le ouais. cap. Parce qu'en fait, au Pour bout les d'un moment, je peux. projets. Exactement. Et par contre, j'ai des community leads. On a des community Mm. leads en région et qui ont des expertises différentes et ils n'ont pas les mêmes fonctions. Et ça s'est fait naturellement, par contre. C'est eux qui sont Ok. venus, ils ont envie de s'engager, etc. Et j'en ai qui sont plus sur de l'animation de petits événements dans leur ville, en région ou à Paris. Il y en a, ça va être pour la co-animation d'office hour ou de live. Et il y en a certains, c'est de la production de contenu. Hier, par exemple, j'avais un membre, je l'ai envoyé en studio tout seul et il nous a fait 3 vidéos pour YouTube. Parce que je sais qu'il est hyper fort sur ces thématiques. Trop On lui a bien. pris le studio, il a fait ses vidéos et on les publiera dans un mois. Et tu les rémunères ou c'est quoi la gratification entre guillemets des Bah, ambassadeurs comme ça? en fait, pour être, alors, faudrait que je leur demande pourquoi. Alors non, je les rémunère pas. Mm. Moi, je partage ma vision en moi parce que je l'ai Mm. fait dans des communautés, ça. Mm. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es dans une communauté dans laquelle tu te sens bien et que Ouais. tu récupères de la valeur pour X valeur à un moment donné, tu as envie de la rendre. Il y a des profils qui sont plus des community guys, c'est naturel, c'est un Mm. petit pourcentage, mais c'est des gens qui ont naturellement envie C'est vrai. de s'investir. Et après, nous, par contre, on essaye de l'intensifier, ça. C'est-à-dire que l'un de mes objectifs 2025, en plus du financier, tout ce que, l'un de mes objectifs, c'était, je veux avoir une quinzaine de profils et je veux les faire briller. Je veux les mettre en avant, je veux produire du contenu sur eux, je veux les mettre en avant sur les lives. Je veux pas en faire des stars parce que j'ai pas la prétention que Unlockem soit Mm. une, mais je veux montrer que c'est des gens qui sont bons, on les voit jamais dans les podcasts et tout, Mm. et ils ont des choses à raconter et c'est eux qu'on va mettre en avant. Et comme par hasard, ils sont devenus nos community leads. Ben non, mais c'est génial. Franchement, c'est marrant, on n'a pas du tout le même persona, mais moi je suis un peu là-dedans aussi. Et le podcast, depuis qu'il existe, j'interviewe des gens qui sont pas enfin, no offense, qui sont pas des stars connues Non, non, mais mondialement, tu vois ce que je veux dire, bien mais qui sûr. sont par contre des super bons doueurs, des mecs qui font plein d'argent grâce à leur petit business et tout. Et du coup, je suis contente. Moi aussi, je commence à faire des cas clients. C'est eux qui commencent à animer les lives parce que maintenant que j'ai des alumni qui ont lancé leur bootcamp, leur formation en ligne, lancé leur communauté, bah en vrai,
1 heure avec toi sur comment t'as lancé ta communauté, c'est plus intéressant qu'1 heure de cours sur c'est quoi le concept d'une communauté. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, toi, tu vas nous raconter les trucs, ce qu'il faut faire, pas faire. Là, je me suis trompée. Et puis il y a le petit côté, on est potes, on est dans la même communauté. Moi aussi, je veux faire pareil. Exactement. Bon, Jolan, c'était absolument passionnant. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais te cuisiner encore pendant 2 heures. Et je te réinterviewe dans 1 an, comme ça on voit comment ça a évolué. Carrément. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, dans 1 an, ce sera avec grand plaisir. Je pense que je reviendrai sûrement sur plein de choses que je t'ai dit. Donc, ouais. Ça, c'est bien, c'est signe que c'est bon signe, tu vois, quand tu changes d'avis. Est-ce que t'as peut-être un dernier mot de la fin pour celles et ceux là qui se chauffent là, si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout là, vous lâchez rien, hein, vous la lancez votre fucking communauté, hein. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Ouais, en fait, moi, le conseil que je peux donner, c'est faire une communauté, c'est un relais business qui est évident, qui est pas si compliqué que ça en fait à mettre en place. Ça demande plus de l'énergie que des compétences. Et donc en fait, la barrière à l'entrée, elle est pas énorme. Et notamment en fait, c'est hyper fort parce que vu que c'est très lié à l'humain, vous créez des liens qui sont très difficiles à casser à gauche et à droite. Et donc moi, la reco que je donne à tout le monde, c'est d'abord de penser petit mais qualité. Et en fait, de se dire une belle communauté. Et moi, je me rappelle avec Unlockem, on l'a lancé avec 15 bêta-testeurs pendant 2 mois. Et on a réussi à créer un truc super sur la plateforme avec 15 personnes. Et c'est grâce à ces 15 personnes qu'on a réussi à aller chercher les 50 d'après. Et en fait, 15 personnes, ça paraît beaucoup plus simple à aller chercher que d'aller en prendre 50. Parce qu'on est capable d'aller prendre ces 15 personnes. Et ça peut très vite grossir. Et c'est pas compliqué. Ça demande de l'énergie. Mais c'est pas compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dur. Ouais, faut penser. Moi, ce qui m'aide aussi, je sais que Cause, ils font ça aussi. C'est un collectif à la base. Ils ont fait une communauté. C'est penser cercle concentrique en fait. D'abord, tu fais avec ton cercle et ensuite tu grandis. Exactement. Comme moi là, j'ai lancé mon émission Solo Nation avec du coup un espèce de petit crew. Et en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu es déjà 10 solopreneurs de trouver ensuite plein d'invités géniaux parce que les 10 vont apporter leur petite pierre à l'édifice, te donner des recos et tout. Bon, les gars, les filles, lâchez rien. Le business model des communautés, c'est hyper chouette et c'est hyper gratifiant. Et en tout cas, nous, tous les deux, on adore. Je pense que cette discussion passionnée de geeks, de communauté, vous l'approuvez. Donc, éclatez-vous, profitez-en pour faire quelque chose que vous aimez et qui en plus vous fera scaler. Je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes du board. Et si bien sûr, vous avez des questions pour Jolan, pour moi, allez-y, YouTube, Spotify ou sinon la newsletter. Tous les vendredis, une stratégie pour scaler en solopreneur. Merci à toutes et à tous. Merci Jolan et à très bientôt les solos. Merci Flavie.